On va commencer, débuter girafe avec l'exposé de Christophe Serran. Christophe Serran est professeur à l'université Sorbonne Paris Nord. Christophe était délégation chez nous l'année dernière et il continue à collaborer avec nous sur les aspects frugalité. Christophe. Merci beaucoup. Oui, donc un grand merci à tout le monde. Ah voilà, c'est bon. Un grand merci à tout le monde. Donc je vais vous parler d'un travail en fait qui est fait en partie chez nous à Paris 13, USPN, Université Sorbonne Paris Nord, avec mon collègue qui est ingénieur en fait au laboratoire d'informatique de Paris Nord. Et puis aussi, je vais évoquer le travail de Louis Clausson, qui est en thèse avec Didier Donzé. Louis, vous l'aviez tout à l'heure en photo en bas. Il y avait Denis là-bas, une première personne, et Louis après. Donc, je vais en profiter aussi pour évoquer un peu son travail et ce que l'on fait avec lui et Didier, qui s'excuse, je crois, parce qu'il est en mission au Cameroun. Donc, c'est de l'IoT, on va dire, du machine learning, mais sur donc des microcontrôleurs, c'est-à-dire des dispositifs de calcul avec très peu de ressources, mémoire et CPU. Donc ça, c'est le plan classique des motivations, je plante le décor, puis le problème, l'algorithme pour résoudre ce problème, très élémentaire, l'implémentation, et puis des mots de conclusion. Donc, on va parler d'apprentissage en ligne. Donc, c'est très naturel. J'ai des informations qui arrivent continuellement. Et donc, ça va être le cas dans le travail de Louis, qui, lui, est sur le bâtiment intelligent. Donc, on a des capteurs dans le bâtiment et on reçoit de l'information continuellement. Et il faut apprendre sur ces données. Alors, je vais mettre en place un schéma. Et puis, à un moment donné, il va falloir que je compare la qualité des résultats par rapport justement au point 2 qui est là, c'est-à-dire à la situation où je connais dès le départ toutes les données, en fait. Et donc, si je connais toutes les données au départ, voilà le résultat, et je vais le comparer avec ce que produit mon algorithme. Alors, le fait d'apprendre comme ça de manière continue pose un certain nombre de problèmes parce que le modèle peut changer au cours du temps en fonction des données. On peut éventuellement perdre de l'information et en fait construire un modèle qui n'est pas adéquat pour représenter la situation globale. Mais on va voir que dans notre cas, au final, c'est pas si grave que ça. C'est pas forcément un problème. Ça va dépendre du contexte de l'étude. Donc, il existe un certain nombre d'outils aussi pour implémenter de l'apprentissage en ligne. Ici, je vous ai mis deux librairies autour de Python, donc dans l'écosystème scikit-learn. Le premier. Et alors, scikit-learn, c'est plutôt de l'online, mais out of core. Donc, out of core, ça veut dire qu'à un moment donné, on va peut-être sauvegarder des données sur le disque pour pouvoir les réutiliser un petit peu plus tard pour construire son modèle. Et puis, l'autre outil intéressant, à mon sens, il s'appelle River aussi. Donc, il est basé en partie sur une brique de scikit-learn et il implémente déjà pas mal de choses. Je vous ai listé, c'est pour ça que le slide est un peu dense, l'ensemble des problèmes qu'il est censé adresser. Alors, cependant, c'est du Python. Et le Python, c'est pas forcément toujours très adapté ou ça va pas toujours tourner sur du matériel embarqué. Ça peut, il y a des efforts qui sont faits, comme TinyML par exemple, pour faire du Python sur du matériel avec très peu de ressources. Mais certes, on va calculer sur le circuit, mais il faut aussi que ce circuit puisse communiquer avec l'extérieur.
pour recevoir de l'information ou envoyer de l'information ailleurs. Et donc là, c'est un peu plus compliqué avec Python voilà, de faire des choses. Tout du moins, les implémentations que l'on a pour communiquer avec l'extérieur sont peut-être pas totalement abouties. Bon, ça méritait d'être donné à titre d'exemple. Donc, notre contexte, c'est le bâtiment intelligent, surtout le contexte de Louis. Et donc, vous avez des capteurs de température, qualité de l'air, humidité, qui vont produire de la donnée environ toutes les 10 secondes. Et puis, dans le bâtiment référence pour nous, produit de la donnée donc sur une petite cinquantaine de capteurs. Et donc, vous voyez qu'au final, on ne va pas avoir des masses non plus de données. Ce n'est pas vraiment du big data. On va quand même essayer d'apprendre des choses sur ce flux d'informations. Ça, c'est un élément aussi important. Je veux dire la fréquence avec laquelle on produit de l'information nouvelle. L'autre élément qui est important dans le cadre du bâtiment, c'est que les bâtiments sont déjà, on va dire, contrôlés. Quelque part, il y a un système que j'ai représenté à droite, là, sur la figure, qui, lui, réagit à des événements. Voilà, il observe que cette pièce, la température est passée en dessous des 15 degrés au Ligue la semaine dernière, il faisait un peu froid, et donc on déclenche automatiquement eh bien, une pulsion d'air pour remonter la température. Donc, quand on met en place des expériences, c'est un peu compliqué, des expériences in vivo, c'est un peu compliqué parce qu'on on peut se confronter en fait à d'autres systèmes qui viennent contrecarrer un petit peu les décisions qu'on pourrait prendre. Alors, je sais qu'à Grenoble, il y a, mais je crois même dans ce bâtiment, il y a un living room, un labo vivant, où on peut potentiellement déployer des capteurs. Je ne l'ai pas encore visité. Peut-être qu'avec Didier, on fera une visite sur place pour pouvoir expérimenter et donc d'éviter certains phénomènes qui polluent un peu, qui peuvent polluer potentiellement nos expériences. Donc, le but du jeu, c'est j'ai des données et je veux apprendre un modèle du bâtiment. Voilà, pour différents objectifs. Alors, on veut un modèle aussi qui est robuste, ce que j'ai appelé à la dérive des concepts, c'est-à-dire au fait que mon modèle, qui semblait être un bon modèle au début, tout d'un coup, les données font que ça part dans une autre direction et on a perdu de l'information. Donc, on veut préserver ou éviter ce problème. Et puis, on veut développer quelque chose aussi qui potentiellement peut s'appliquer dans un contexte industriel, donc un vrai bâtiment. C'est un peu notre objectif, hein. On a des vraies données qu'on collecte. Et je vous ai mis également le site sur lequel vous pouvez récupérer en bas les données que nous collectons, que Didier collecte, que Louis collecte dans un des bâtiments. Et donc, vous pouvez aussi vous jouer ou appliquer un certain nombre d'algorithmes sur ces données. Voilà, et puis l'autre objectif qu'il faut capter, c'est de faire en sorte que ce qu'on met en place, en fait, puisse quand même bien communiquer avec les écosystèmes de programmation pour systèmes embarqués, parce que notre objectif, c'est justement d'apprendre sur quasiment les capteurs ou sur des petits dispositifs embarqués et surtout pas envoyer les données qu'on collecte dans le cloud. Donc, ce que l'on veut faire ici, je vais un peu synthétiser, je vais m'intéresser à un algorithme particulier qui est le clustering. Et donc, le problème, c'est qu'on a un flux d'informations qui arrive alors à une fréquence basse, typiquement une information toutes les 10 secondes. Voilà. Et puis, il y en a aussi un petit nombre de capteurs. Donc, dans notre cas, c'est une cinquantaine de capteurs qui produisent de l'information et on veut apprendre sur ces données.
Donc aujourd'hui, c'est le clustering qui va me préoccuper. Les applications qu'on peut viser avec le clustering, c'est typiquement produire de l'information pour un tableau de bord, pour la personne qui gère le bâtiment, pour lui dire, eh ben, actuellement, la situation, elle est représentée graphiquement. Voilà, il y a des capteurs qui sont centrés sur la température 12, l'autre 14 et 16. Et puis, visuellement, la personne qui gère le bâtiment peut tout de suite dire, ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il prend la main et il essaye de résoudre les problèmes. Alors, on va voir qu'apprendre, on peut le faire, mais pour l'instant, on n'apprend pas tellement plus que ce qui est visible quelque part à l'œil nu. Donc, c'est un peu, pour l'instant, un résultat un peu faible à partir des observations que l'on a pu faire. Donc, c'est ce que je dis à la fin de mon transparent. Donc, lui, il est à peu près la moitié de sa thèse. On a ce premier constat. On va voir ce que l'on peut quand même faire avec cette connaissance métier, en fait, donc sur les données réelles du bâtiment. Alors, dernière chose, ce qui est obligatoire, hein, c'est de pouvoir implémenter les choses sur du matériel embarqué de type ESP32. C'est une famille de microcontrôleurs très connue. Alors, un ESP32, pour vous donner un ordre d'idée, bah, c'est ce petit appareil sur lequel on joue. Et vous avez les caractéristiques à droite en termes de ressources mémoire. Donc, vous voyez que vous avez 4 mégas de mémoire flash, vous avez 520 kilos, c'est du kilo, hein, octets seulement, de l'EPROM, mais c'est pour flasher le programme. C'est des processeurs à 240 MHz, d'accord? Donc, on est loin de ce que l'on trouve dans les serveurs. Sur le matériel avec lequel on joue, on a quand même une carte Wi-Fi quelque part, donc on peut communiquer ou recevoir de l'information via le Wi-Fi ou le Bluetooth Low Energy. Donc l'objectif, c'est de faire du clustering là-dessus et donc faire en sorte que mes 50 capteurs envoient leur information sur température, humidité, par exemple CO2, et j'apprends online sur ce dispositif. Alors, ce que je vais mettre en place, en fait, c'est le schéma que vous avez à droite, qui est écrit peut-être un peu petit, pour résoudre le problème. Donc, qu'est-ce que je fais? Je répète indéfiniment un traitement qui est décomposé en 4 parties ici. Donc, la première partie de l'algorithme, c'est j'ai mon buffer, je vais appliquer un algorithme classique de clustering. Ça s'appelle K-means, par exemple. Je vais trier ensuite les datas que j'ai obtenues, mon vecteur. Voilà. Et puis, je vais évincer un certain nombre de données de ce vecteur. Et je vais le faire, alors, généralement, dans nos expériences, à intervalles réguliers dans mon buffer. L'idée, c'est de garder une certaine diversité quand même, ou préserver une certaine diversité. Donc, je prends à intervalles réguliers. Et puis après, je vais retourner dans la lecture de P nouvelles data que j'injecte dans mon buffer. Je refais un K-means, je trie ce K-means, je vire P data, etc., etc. Donc, c'est le schéma qu'on met en place pour résoudre, dans notre cas, notre problème de clustering online. Voilà. Donc, on peut quantifier aussi un des problèmes, c'est de pouvoir éviter que le système embarqué attende trop. Donc, il faut calibrer un petit peu la taille des données, la taille du buffer. Donc, ça, on peut le faire avec la petite équation qui est en bas, qui vous résume en fait la complexité de l'ensemble des traitements. Donc, là au milieu, on reconnaît le tri. Là-bas, c'est grosso modo le coût du K-means, on va dire.
Et puis, la dernière partie qui est là, c'est le coût de virer des éléments. Donc ça va nous aider aussi à calibrer en fonction du matériel la taille de la fenêtre sur laquelle je vais apprendre. Voilà, donc on développe ça en C, par exemple. Et puis on expérimente donc avec cet algorithme pour de vrai. Je vais vous montrer la vraie plateforme. Et puis il nous faut donc regarder la qualité du résultat par rapport typiquement au résultat quand je connais l'ensemble des données. Alors, pour mesurer cette qualité, il y a différentes façons de faire. Je vous en ai donné deux à travers des index particuliers qu'on connaît bien en machine learning. Et puis, voilà, on mesure et on discute de la qualité des résultats. Donc ici, la qualité est très mauvaise. Alors pourquoi? C'est parce qu'on a décidé de ne calculer les centroïdes de notre K-means qu'une seule fois, au premier batch, si vous voulez, et puis après, on ne recalcule pas les centroïdes. Et alors effectivement, ce qui se passe, c'est une dérive en fait, finalement du modèle. Et au final, il ne faut pas faire ça parce que ça vous produit de très mauvais résultats de performance. Et donc, on peut imaginer plein de scénarios et puis tester les performances de ce modèle. Donc, bien entendu, il y a d'excellentes situations où tout fonctionne bien. Je ne vous les ai pas listées. Je me suis contenté de lister les cas un peu problématiques. Très bien, donc on implémente ça dans l'écosystème de l'embarqué. L'écosystème de l'embarqué, ça tourne souvent autour d'un mot-clé qui s'appelle Arduino. Voilà, donc c'est un environnement de développement avec l'IDE, le compilateur, etc., avec lequel vous pouvez jouer pour implémenter votre algorithme. En plus, dans l'environnement Arduino, vous avez une librairie de communication qui s'appelle MQTT, en fait, qui est un protocole ad hoc pour pouvoir publier, s'abonner à des canaux en fait, de communication. Et donc, c'est avec ça aussi qu'on va pouvoir envoyer nos données ou simuler le fait que les capteurs envoient au circuit Arduino. Et le circuit Arduino aussi va répondre à un certain nombre de choses. Voilà, donc je reviens sur MQTT, par exemple, qui est un protocole de l'IoT. On ne trouve pas toujours dans les versions TinyML, Python, dont je parlais tout à l'heure, une implémentation de MQTT pour communiquer. Donc, on se trouve souvent dans la situation de construire et après de distribuer un soft qui ne répond pas à certains, on va dire, standards du domaine. Donc là, pas de problème avec ce protocole. Alors voilà, donc là on voit la plateforme sur laquelle on joue, à gauche, le petit circuit qui est relié sur un port USB pour pouvoir lui envoyer de la donnée quand on fait des printf. En gros, on renvoie à l'ordinateur qui est là. Sur l'ordinateur, le notebook, en fait, vous allez avoir dans notre expérience le serveur MQTT, en fait. Et puis, il y a tous les outils de développement également qui tournent sur ce notebook. Et puis, le schéma de communication, donc, on peut à la limite d'ailleurs déplacer un peu tous les codes du notebook sur le microcontrôleur sans problème. Donc ici, le principe, c'est le notebook va publier sur un canal les données qui simulent la température, le CO2. Voilà. Le système embarqué est abonné. Lui, il communique via le Wi-Fi et le protocole MQTT au serveur. Quand il est notifié, il prend une donnée et c'est parti. Je déroule mon algorithme en 4 étapes. Voilà, ça c'est une autre vue du code avec les outils. À droite, c'est la vue de ce qui se passe sur le ESP32. À gauche, c'est la partie qui est relative à ce qui se passe sur le
notebook. Voilà, donc on produit nos données avec un petit script, et puis les données, on les voit arriver ici sur le contrôleur ESP2. Voilà. Donc, je suis aussi dans un écosystème particulier, Arduino. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi bien connaître la programmation, une certaine forme de programmation événementielle aussi. Voilà, notamment pour les étapes d'échange d'informations entre moi, ESP32, et le monde extérieur. Donc ça aussi, c'est eh bien, des choses un petit peu à apprendre. Mais j'imagine dans tous nos cursus, on a aussi maintenant des formations autour de la programmation, on va dire, événementielle. Donc ça ne pose pas trop de problèmes, je pense, pour les étudiants. Voilà ce que l'on a fait. Donc, pour conclure, oui, ce type de matériel, en fait, ne va pas nous permettre de résoudre les problèmes à la chat GPT, ça c'est bien clair. Mais on peut quand même faire un certain nombre de choses, apprendre, sans avoir besoin de communiquer systématiquement ces données chez les fournisseurs de cloud. L'important, c'est que quand on part dans ce type de démarche et d'utilisation de ce type de système, il faut garder notre âme, c'est-à-dire rester dans une démarche scientifique expérimentale, telle que je l'ai décrite en bas, être critique par rapport à sa démarche, aux résultats qu'on a produits, mesurer leur portée, leurs limites, etc., etc. Donc, on peut faire le message, c'est on peut faire une certaine AI, intelligence artificielle, sur ce genre de matériel, mais pas l'intelligence artificielle, j'allais dire, des LL language model. OK, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? À partir de ce schéma, on est en train de le raffiner pour aborder d'autres façons de classifier les données. Donc, on va aller au-delà du simple clustering. L'objectif, c'est de produire au moins autant d'interfaces que, par exemple, River, de se comparer à River, qui ne tourne pas. Hein. River, c'est du Python, ça ne tourne pas sur de l'embarqué. Donc, ça, c'est une première piste de travail. Donc, le message aussi que je voulais passer, c'est que on peut faire aussi des choses avec peu de choses, en fait, en fonction du contexte, qu'on n'a pas tous les jours en face de nous des problèmes que j'ai appelés de la big science à résoudre. On a des petits problèmes voilà, concrets, typiquement dans le bâtiment, à résoudre. Et donc, c'est, à mon sens, suffisant d'utiliser ce type de dispositif pour faire des choses. En un mot, un peu de philosophie, la vision est plus importante que la vision, c'est-à-dire il faut toujours se remettre dans le contexte, voilà, qu'est-ce qu'on étudie, est-ce que ça se justifie d'utiliser, voilà, de sortir un gros fusil alors que peut-être qu'on peut faire des choses beaucoup plus simplement aussi et amplement suffisantes. Alors, la question pour terminer, une des questions pour terminer, c'est quel est le futur justement de l'IA dans le bâtiment? Alors, notre expérience, pour la résumer avec Louis, c'est pas clair qu'on puisse actuellement apprendre beaucoup de choses que, en fait, on peut simplement observer visuellement à travers des dashboards un petit peu simples. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu négatif comme premier résultat.
Mais on va continuer à faire des choses, hein. Donc, je résume pas complètement le travail de Louis parce qu'on a exploré pas seulement du clustering, il a fait plein d'autres choses, plein d'autres modèles aussi pour essayer d'apprendre. Donc oui, on apprend, voilà, mais finalement, ce qu'on apprend, on peut simplement, à la limite, l'observer visuellement. Donc, à quoi ça sert finalement d'apprendre? Alors, le futur en particulier, quel pourrait-il être? Là, j'ai mis un certain nombre de pistes avec des mots-clés un peu à la mode aussi. Donc, est-ce que ça va être du ML Ops? C'est toutes les technologies comme DevOps. Donc là, ML Ops, Data Ops, AI Ops, etc., etc. Donc, c'est plus, peut-être que Louis va terminer sa thèse plus en allant sur ce côté-ci que l'apprentissage pur. C'est-à-dire des aides à la conception de systèmes qui vont embarquer de l'IA et puis de l'aide automatique aussi, qui est un élément important. Donc le futur nous le dira très certainement. Et puis une autre question sur laquelle il faut qu'on réfléchisse aussi collectivement. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour la planète, quelque part, pour nous maintenant, et puis surtout pour les gens qui nous succéderont, c'est-à-dire nos étudiants, voire nos propres enfants. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Et pour terminer, je vous ai mis aussi 3 articles un petit peu très récents de It3The Spectrum, en fait, qui parlent un petit peu d'AI dans différents contextes. Et qui nous renvoie aussi à la problématique de est-ce que vous êtes technophile ou est-ce qu'il faut être technophile ou pas. Donc c'est aussi des sources intéressantes de réflexion qui rejoignent tout ce que l'on discute aujourd'hui et demain. Merci. Question pour Christophe? Comment fait-on pour voir visuellement des données en dimension 50? Pour ce faire, il faudrait trouver un sous-espace révélateur en dimension 2, ce qui nécessiterait. Donc ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième, pourquoi ne pas avoir mis à jour les centroïdes dans l'algorithme de clustering? Parce qu'une fois que les classes sont assignées, la complexité est linéaire. C'est pas si cher, me semble-t-il. Oui. Alors, première réponse que je redonne, c'est comment traiter sur ce type de dispositif ESP32 des espaces à grande dimension, 50 dimensions. Ben, il se trouve que dans le bâtiment intelligent, on n'a pas ces données, en fait. Donc nous, on aimerait bien. Et si on a autant de données, autant de features, d'attributs, là, on va pouvoir basculer effectivement sur des techniques plus classiques d'apprentissage. Mais bien souvent, on a des capteurs qui se réduisent à température, CO2, humidité. Nous, on fait du couplage aussi avec de l'information liée à la consommation électrique du bâtiment. Mais là, c'est une mesure, vous voyez, pour vous donner un autre ordre d'idée, c'est une mesure qui nous arrive toutes les heures. Donc, c'est en fait très pauvre en caractéristiques. Et donc, on ne peut pas, à mon sens, aller, si on se délimite à un seul bâtiment, on va pas être dans votre contexte. Voilà. Et puis, la deuxième question, c'est l'histoire des centroïdes. Alors, c'est un petit artifice, c'était juste pour discuter un petit peu des choses, mais donc le vrai algorithme, on recalcule effectivement le centroïde à chaque fois, et c'est ce qui nous permet d'avoir de très bons résultats au final, et d'être très similaire à l'apprentissage batch initial. C'était juste pour discuter. Et une autre question. Bonjour. Alors, le bâtiment intelligent, c'est un sujet passionnant. J'ai démarré en 2006. Est-ce que vous avez considéré peut-être une version de ce que vous faites pour s'accrocher sur un bâtiment qui est sur KNX? KNX étant
le protocole standard si on a de l'automation d'éclairage. Donc, on a plusieurs produits qui peuvent être intéressants pour vous donner les données des stations météo, des capteurs de présence, etc. Et les 10 secondes, je ne pense pas que ça pourrait saturer le bus KNX parce que vous pouvez piocher ces informations, il fait combien d'heures, tout, etc. Est-ce que vous avez considéré de insérer cette très bonne approche dans un bâtiment qui est déjà relativement disponible en données? Donc, je parle d'un bâtiment qui a le protocole KNX pour le contrôle d'éclairage, température, station météo, etc. Non, pas du tout. Alors, on monitor, on instrumentalise, c'est ça, non, on instrumente plus Mhm. exactement, en fait, le bâtiment d'Adonis, qui est l'entreprise qui supporte aussi la thèse CIFRE de Louis. Donc, c'est voilà, des choses qu'on maîtrise. On peut faire des choses, déplacer des capteurs, aller voir aussi sur place parce que parfois il y a de la donnée manquante et donc qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas. Et malheureusement, voilà, quand on fait de la science expérimentale, c'est pas toujours le monde idéal. Donc il faut aller voir sur place. Donc c'est un environnement, on va dire, plus contrôlé pour nous peut-être que l'environnement que vous mentionnez. Mais pourquoi pas, si les données sont ouvertes aussi, on peut peut-être faire passer et les étudier ou reprendre effectivement ce que Louis a développé pour apprendre sur ce type de données. Oui, parce qu'effectivement, il y a déjà une richesse de données, tout est sur format, soit des choses très simples sur un bit ou des bytes, etc., pour des valeurs. Et ce qui est intéressant, c'est pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour trouver du sens dans le contexte et pouvoir euh, contrôler certaines actions pour un bâtiment qui est déjà réceptif au contrôle du bâtiment de façon numérique. Donc, je pense qu'il peut avoir du potentiel. Et notre objectif, encore une fois, c'est d'essayer de tout faire sur ce type de matériel. C'est la cible pour laisser l'apprentissage, en fait, dans le bâtiment. C'est quelque part essayer de faire en sorte que le data center, c'est le bâtiment aussi. On veut garder cette philosophie. Voilà. Je remercie aussi Didier, puisque c'est lui qui nous prête aussi du matériel sur lequel on peut expérimenter. Et comme je le disais tout à l'heure, Didier est en mission au Cameroun, où justement il déploie des systèmes de mesure du CO2 à Yaoundé, sur des dispositifs équivalents. Très bien. Je propose qu'on passe à l'exposé suivant. Des discussions avec Christophe post